répondez à vos emails, vous atteignez vos objectifs, vous êtes présent. De l'extérieur, tout semblait normal. Cependant, quelque chose se déplace, lentement, invisiblement. Votre clarté se fragmente, votre motivation ralentit, votre régulation émotionnelle commence à vous coûter plus cher qu'avant. Et si le moment le plus dangereux dans la trajectoire d'un leader n'était ni le burn-out ni l'effondrement, mais cette longue période qui les précède, quand tout fonctionne encore, quand personne ne tire la sonnette d'alarme, pas même vous. C'est ce territoire que ce podcast explore. Je suis Alain Quadou et voici The Forge Conversations, un podcast consacré au phénomène que j'appelle le drift. Dans ce podcast, nous explorerons le leadership, la pression, la biologie et les mécanismes cachés qui façonnent la performance durable dans les organisations modernes. J'aimerais que vous imaginiez la scène. Vous êtes assis dans un bureau parfaitement climatisé, vous venez de finir votre café, tout vous paraît normal, stable, sous contrôle. Et puis une notification apparaît sur votre écran, un email de votre patron. Pas d'objet, juste une phrase. Appelez-moi aujourd'hui au sujet de vos chiffres. C'est tout. Pourtant, en une fraction de seconde, quelque chose d'extraordinaire se produit dans votre corps. Votre rythme cardiaque accélère, votre respiration se raccourcit, votre estomac se noue et vos muscles se préparent déjà à l'impact avant même que votre esprit, conscient, ait fini de lire la phrase. Tout ça pour quelques pixels sur un écran. C'est fascinant et en même temps légèrement terrifiant. D'un point de vue biologique, votre corps vient de réagir comme si un tigre venait d'entrer dans votre bureau. La cascade hormonale est presque identique. Adrénaline, cortisol, activation sympathique, priorité à la survie. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de prédateur dans votre bureau. Ce n'est qu'un email. Ce paradoxe est au cœur du leadership moderne. À The Forge, nous étudions ce qui se passe lorsque des personnes très performantes restent trop longtemps sous pression. Pas seulement sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan biologique. Parce que beaucoup de leaders commencent à se dégrader bien avant que quiconque ne s'en aperçoive, y compris eux-mêmes. La performance peut rester extérieure, pendant qu'au même moment, la régulation s'effondre silencieusement en arrière-plan. Cette érosion invisible, c'est ce que j'appelle le drift. Le drift, c'est ce qui se produit lorsqu'une personne continue de fonctionner, de produire des résultats, de performer, de répondre aux emails, d'assister aux réunions et même de réussir. Tandis qu'à l'intérieur, la clarté, la régulation émotionnelle, la motivation et l'équilibre physiologique commencent lentement à se fragmenter. Et le plus dangereux, c'est ceci. De l'extérieur, tout peut continuer de paraître parfaitement normal. C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Non pas le stress au sens vague et motivationnel, mais la mécanique biologique précise de la pression organisationnelle chronique et la manière dont le cadre Forge propose un chemin vers le recalibrage, avant que l'effondrement ne survienne. Laissez-moi vous donner une image. Imaginez une usine moderne et efficace qui tourne paisiblement à 85% de sa capacité. Les machines sont entretenues, la température est contrôlée, la production est stable, le système respire. Puis un matin, la direction arrive et annonce « Nous passons définitivement à 150% de capacité et nous supprimons toute la maintenance. C'est trop cher, trop lent. » Les premières semaines sont spectaculaires. La productivité explose, les tableaux de bord s'envolent, les résultats sont incroyables, tout le monde célèbre. Mais à l'intérieur de la machine, c'est une toute autre histoire. Les moteurs surchauffent, les mécanismes s'usent, les joints commencent à fondre en silence. C'est ce qu'on pourrait appeler une illusion de la performance. Les indicateurs visibles s'améliorent pendant que l'infrastructure qui les soutient se dégrade progressivement. Et l'effondrement paraît souvent soudain, uniquement parce que personne ne regardait ce qui se passait à l'intérieur des machines. Ce n'est pas une métaphore abstraite, c'est ce qui se passe en ce moment même dans le système nerveux de milliers de leaders très performants.
Alors pourquoi un simple email peut-il déclencher une telle tempête biologique? Parce que votre cerveau n'a jamais été conçu pour l'ambiguïté organisationnelle. Il a été conçu pour la survie, et la survie opère vite, bien plus vite que la pensée consciente. Lorsque cet email atteint le cerveau, il arrive d'abord à une station de relais, appelée le thalamus. De là, deux voies s'activent simultanément. La première est la route la plus lente, qui se dirige vers le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est le cerveau rationnel. Il est responsable de l'analyse du langage, du contexte et de la mise en perspective. C'est la partie qui finira par penser, ce n'est peut-être pas très bien grave. Mais une autre voie se déclenche en premier, bien plus rapide. Elle file directement vers l'amygdale, le système d'alarme du cerveau. Et l'amygdale, elle ne lit pas les emails, elle n'analyse aucune nuance. Elle détecte l'incertitude, la menace potentielle, le danger possible. Et dès qu'une incertitude apparaît, elle tire le signal d'urgence. Autrement dit, votre corps se prépare déjà à survivre, pendant que votre esprit rationnel est encore en train de lire les mots sur votre écran. Appelez-moi aujourd'hui au sujet de vos chiffres. D'un point de vue évolutif, tout cela a parfaitement du sens. Pendant l'essentiel de l'histoire humaine, l'exclusion de la tribu signifiait la mort. Pas d'abri, pas de protection, pas de nourriture. Pour le cerveau primitif, la menace sociale et la menace physique sont profondément liées. Cela explique l'un des grands paradoxes du travail moderne. Une réunion de direction peut déclencher des réactions biologiques conçues à l'origine pour échapper aux prédateurs. Maintenant, une chose importante qu'il faut garder en tête, le stress en lui-même, ce n'est pas l'ennemi. Le stress aigu peut être extraordinairement utile. La pression avant une présentation importante peut aiguiser votre attention. Une échéance peut temporairement renforcer votre concentration. L'adrénaline peut améliorer votre performance. Ce n'est pas là le problème. Le véritable danger, c'est l'activation chronique sans récupération suffisante. Pensez à l'énergie qu'il faut simplement pour paraître posé toute la journée, garder un visage neutre pendant une tension, réprimer une irritation en réunion, répondre poliment à un email qui vous exaspère réellement, rester professionnel alors qu'intérieurement vous vous sentez submergé. Chacune de ces micro-suppressions consomme de l'énergie. Le cortex préfrontal régule en continu les impulsions émotionnelles venues des structures limbiques plus profondes. Et cette régulation a un coût métabolique. Glucose, oxygène, effort neurologique. C'est comme conduire toute la journée avec le frein à main légèrement serré, la voiture avance encore, parfois même très vite, mais l'usure devient constante, silencieuse, invisible. Et contrairement aux menaces préhistoriques, le prédateur moderne ne disparaît jamais vraiment. Le smartphone nous suit partout. Chambre à coucher, week-end, vacances, dîner de famille, l'usine ne se ferme jamais complètement. Hans Selye a décrit cette dynamique il y a un siècle, en 3 phases. D'abord la phase d'alarme, adrénaline, mobilisation, activation de survie à court terme. Puis vient la phase de résistance. C'est là que les choses deviennent réellement dangereuses, car le corps comprend qu'il ne peut pas survivre indéfiniment à la seule adrénaline. Sous activation constante, il change de carburant et il bascule vers le cortisol. J'aimerais que vous fassiez une pause ici, un instant, car c'est important. Pensez à quelqu'un que vous connaissez, ou peut-être à vous-même, qui a traversé une période prolongée de forte pression professionnelle. Une restructuration, peut-être, une mission internationale difficile, une période de conflit organisationnel soutenu. De l'extérieur, cette personne paraissait solide, posée, toujours à produire des résultats. Mais quelque chose dans son regard a changé. Sa patience est plus courte, les petites choses la heurtent plus fort, elle performe encore, mais quelque chose en elle est différent. Voilà à quoi ressemble la phase de cortisol, vue de l'extérieur. Sous cortisol, on peut continuer de fonctionner très longtemps, parfois des années. C'est souvent là que vit le drift. Pas l'effondrement ou le burn-out, pas la rupture visible, mais une dégradation fonctionnelle dissimulée sous une compétence apparente. De l'extérieur, ces personnes paraissent souvent fortes.
Elle continue de produire, de diriger, de performer. Mais intérieurement, quelque chose change progressivement. Le cortisol commence à remodeler le système lui-même. L'inflammation augmente discrètement, les mécanismes de récupération s'affaiblissent et une exposition prolongée finit même par altérer les connexions neuronales du cortex préfrontal. Cette région précise responsable de la pensée stratégique, de la régulation émotionnelle et de la qualité des décisions. Ce mécanisme crée l'une des réalités les plus étranges du leadership moderne. Des personnes hautement compétentes qui perdent peu à peu l'accès aux capacités cognitives, même celles-là même qui les rendaient efficaces au départ. Non par une faiblesse quelconque, mais parce que leur infrastructure biologique est en surcharge. Une réunion qui prend du retard devient soudain insupportable, une frustration mineure prend une ampleur émotionnelle démesurée, la flexibilité cognitive se rétrécit, la patience s'érode. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est une usure neurophysiologique accumulée. Le plus dangereux, c'est que les personnes dans cette phase ne reconnaissent souvent pas ce qui leur arrive, parce que le déni lui-même est biologique. Un système nerveux saturé de cortisol interprète le ralentissement comme un danger. Le repos commence à paraître menaçant et décélérer semble irresponsable. Notre culture organisationnelle moderne renforce souvent exactement ce schéma. Nous avons normalisé la surcharge permanente. On entend régulièrement des collègues dire « Je suis complètement débordé, j'ai à peine dormi, je suis submergé ». Nous le disons même nous-mêmes, n'est-ce pas? Ces phrases sont presque portées comme des symboles de statut. La souffrance, c'est discrètement associé à l'importance et beaucoup de leaders très performants construisent inconsciemment leur identité autour du fait de porter des charges impossibles. C'est aussi pourquoi lâcher prise peut parfois faire plus peur que l'épuisement lui-même. Nous avons donc suivi la pression, de l'hymen à l'amygdale, de l'amygdale au cortisol, du cortisol à l'érosion invisible. Ça nous emmène à une question importante. Si vous reconnaissez quelque chose dans ce que je viens de décrire, pas nécessairement la crise ou l'effondrement, mais ce sentiment diffus de courir plus vite pour rester à la même place, alors la question est la suivante. Serait-il possible de fonctionner autrement ? Je ne crois pas que la réponse soit l'optimisation, je ne crois pas que la réponse soit la résilience, au sens conventionnel. Il ne s'agit pas de pousser plus fort, d'endurer davantage, ou de construire un mur plus épais. Je crois que la réponse est le recalibrage, et c'est là l'idée derrière Forge. Forge est le modèle et le cadre que je développe. Il a pour but d'explorer les moyens de soutenir la clarté, la régulation, l'alignement et la performance sous pression chronique, avant que le drift ne se transforme en effondrement. Ce cadre, il est exploratoire, encore en évolution, façonné par la pratique du coaching, de mon expérience du leadership et mes recherches en cours. Il est aussi façonné par les réflexions et les retours que je reçois sur ce sujet lors de mes échanges. Donc une forge, ce n'est pas un lieu où on assemble simplement les matériaux. C'est un lieu où on les transforme par la pression, par la chaleur, la répétition, par des cycles d'exposition et de récupération. Avec le temps, ce processus change la structure même du matériau. Les êtres humains ne sont pas faits d'acier, bien sûr, mais sous une pression contenue, quelque chose de structurel commence aussi à se produire en nous. Forge, ce n'est ni un slogan motivationnel ni une promesse d'équilibre parfait. C'est juste une tentative, étayée par des données scientifiques, de mieux comprendre comment une excellence durable peut réellement fonctionner dans le monde réel. Le cadre se déploie à travers 5 mouvements. 5 mouvements interconnectés. Focus, Overcome, Reinvent, Grow et Excel. Ce n'est pas une séquence d'états rigides, mais 5 dimensions de recalibrage sous pression soutenue. Le premier est le mouvement Focus. Focus consiste à retrouver une chose que la pression chronique nous vole lentement et silencieusement. Notre capacité à savoir ce qui mérite vraiment notre présence. Sous pression chronique, tous disputent la priorité cognitive en même temps.
Performance, relations, incertitude, identité, responsabilité. Le système nerveux perd peu à peu la hiérarchie et tout se met à paraître également urgent. Imaginez que vous appreniez à jongler. Au début, vous essayez désespérément de suivre chaque balle individuellement. Votre attention se fragmente, tout vous paraît urgent à la fois et inévitablement le rythme s'effondre. Avec les jongleurs expérimentés, c'est différent. Ils font quelque chose d'inhabituel et d'un peu étrange. Ils ne suivent pas chaque objet pris séparément. Au contraire, ils fixent leur regard sur un point stable devant eux. Et paradoxalement, c'est à ce moment-là que tout devient fluide. Focus dans le cadre de Forge n'a rien à voir avec l'optimisation de la performance ou de la productivité. C'est un réalignement de l'attention et la capacité à répondre à cette question. Parmi tout ce qui consomme mon énergie en ce moment, qu'est-ce qui mérite vraiment ma présence? Cette question peut être un peu déstabilisante car gagner en clarté implique de choisir. Et choisir signifie parfois reconnaître que certaines ambitions, certains rôles, certains engagements n'appartiennent plus à la personne vers laquelle vous voulez évoluer. En travaillant focus, vous découvrirez que le recalibrage ne consiste pas tant à découvrir ce qui compte qu'à accepter ce qui ne compte plus. Quand ce réalignement commence, quelque chose se déplace. Pas seulement sur le plan psychologique, mais biologique. Votre tension interne diffuse commence à diminuer parce que votre système nerveux ne tente plus de soutenir simultanément plusieurs directions incompatibles. Votre attention revient lentement vers un point d'ancrage. À travers cette phase, que j'appelle donc focus, votre énergie, votre clarté et votre présence reviennent à leur niveau de référence. Le bruit de fond qui vous consumait s'apaise tranquillement. Voilà ce que focus restaure. Le deuxième mouvement, c'est overcome. La plupart des gens imaginent que le fait de surmonter, c'est une question de force, pousser plus loin, accroître son endurance, avoir plus de discipline, être plus résilient. Mais bien souvent, le vrai problème n'est pas un manque de force, c'est une accumulation inconsciente. Imaginez que vous portiez un sac à dos rempli de pierres depuis si longtemps que vous n'en remarquez plus le poids. Le fardeau est devenu votre identité. Nous avons tous entendu cela dans nos environnements de travail. Je suis fiable, on peut compter sur moi, je suis solide, je suis celui qui gère tout. Mais quel est exactement ce fardeau? C'est tentant de pointer juste la charge de travail, le volume, les échéances, les exigences. Tout ça, c'est réel. Mais ce n'est pas le poids le plus profond. Le véritable fardeau, c'est l'énergie que nous dépensons à entretenir une version de nous-mêmes que la pression chronique a déjà rendue obsolète, mais que nous n'arrivons pas à relâcher. Tous ces fardeaux, ils ne sont pas nocifs. Certains défis nous renforcent. Ils développent nos capacités. Ils nous approfondissent. Mais d'autres formes de pression sont différentes. Voici quelques exemples. Les attentes héritées. Les rôles que d'autres vous ont assignés et que vous avez fini par intérioriser comme une identité. Ou encore les loyautés, devenues obsolètes. Ces engagements qui avaient un sens autrefois, mais qui n'en ont plus. Il y a aussi la surresponsabilité permanente. Cette compulsion à être celui qui tient tout l'ensemble. Tous ces schémas consomment de l'énergie émotionnelle, chaque jour, alors qu'ils ne créent plus rien d'essentiel. Overcome commence par ouvrir le sac à dos. Ainsi, au lieu de se demander comment vais-je tenir le coup, on peut se demander qu'est-ce que je porte exactement et pourquoi est-ce que je le porte encore. Parfois, l'acte le plus courageux, ce n'est pas l'endurance, c'est le lâcher prise. Porter ses fardeaux préserve une identité familière. Y renoncer introduit de l'incertitude. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous restent attachés à des schémas épuisants, même longtemps après qu'ils ont cessé d'être utiles. Non parce que nous aimons souffrir, mais parce que notre identité a fusionné avec ce fardeau lui-même. Quand nous commençons à déposer ces pierres, quelque chose change. L'énergie revient, non pas parce qu'on a trouvé plus de force, mais parce qu'on a enfin cessé de la dépenser pour un poids qui n'a jamais été le nôtre.
Le troisième mouvement, c'est Reinvent. Et contrairement à ce que la culture populaire tend à suggérer, Reinvent ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de repenser intentionnellement notre manière de fonctionner, parce que le monde que nous traversons aujourd'hui est bien plus complexe que celui qui nous a façonnés à l'origine. Focus nous a aidé à clarifier ce qui compte vraiment. Overcome nous aide à relâcher les fardeaux superflus qui consomment notre énergie. Reinvent commence après cela. Une fois qu'assez d'espace a été créé, une nouvelle question émerge. Quelle nouvelle capacité attend-on désormais de nous? Parce qu'à un certain niveau, un certain stade de la vie, le succès ne dépend plus seulement de l'effort ou de l'endurance ou de la compétence technique. Il dépend de plus en plus de la qualité des systèmes internes à travers lesquels nous pensons, régulons nos émotions, prenons nos décisions, récupérons notre énergie, construisons nos relations et définissons le succès lui-même. C'est le point d'entrée de Reinvent. Pensez à un système d'exploitation dans un ordi qui fut extraordinairement efficace pour une série de défis précédentes. Optimisé pour la vitesse, la réactivité, l'exécution. Pendant des années, il a remarquablement bien fonctionné. Mais les environnements, la complexité et les responsabilités évoluent. Et la limite finit par ne plus venir de notre engagement ou de notre effort. Elle vient de l'architecture du système lui-même. Reinvent, c'est le processus délibéré de remise à jour de cette architecture. Pas en surface, mais structurellement. Cela signifie revisiter les hypothèses que nous portons sur la performance, le contrôle, la valeur et le succès. La logique de fonctionnement invisible qui façonne discrètement nos décisions chaque jour. Ça signifie de développer de nouvelles formes de régulation émotionnelle, afin que le système nerveux ne soit plus prisonnier d'une activation permanente. Cela signifie repenser la façon dont nous prenons nos décisions, dont nous récupérons, dont nous entrons en relation avec les autres, ainsi que les environnements et les structures qui nous entourent. Comme les stratégies qui ont créé le succès ne sont pas toujours celles qui soutiennent la cohérence et un accomplissement durable, à un certain stade, le progrès ne vient plus du fait d'en faire davantage. Il vient du fait de fonctionner différemment. Reinvent, c'est le moment où nous cessons de demander comment continuer à optimiser le même système pour se demander quel système dois-je désormais construire pour soutenir l'avenir que je veux créer. Le quatrième mouvement, c'est Grow. Ici, grandir ne veut pas dire en faire plus, pousser plus fort ou s'améliorer sans cesse. Ça veut dire reconstruire la capacité à bien performer sans payer le coût biologique et émotionnel caché qui s'accumulait auparavant. C'est ce qui rend Grow différent des mouvements précédents. Focus a créé de la clarté, Overcome nous a aidé à relâcher le poids superflu, Reinvent a redessiné le système lui-même. Grow, c'est ce qui devient possible une fois que ces fondations sont en place. Car la pression chronique fait quelque chose de dangereux avec le temps. Elle nous entraîne à fonctionner par la tension, par l'urgence et la chimie du stress. Le système apprend peu à peu à performer grâce à la pression et non malgré elle. Cela crée un paradoxe. Lorsque la pression finit par diminuer, la performance ne revient pas toujours immédiatement. Parfois, on se sent à plat, dispersé, voire étrangement mal à l'aise dans les environnements calmes. Cela nous donne un signal, le signal que quelque chose de plus profond peut maintenant être reconstruit. Grow, c'est ce processus de reconstruction. Une partie de ce travail consiste à réapprendre au système que la performance n'exige plus l'urgence. Il s'agit de reconstruire des rythmes de récupération et de renouer avec les signaux internes que la pression chronique nous avait appris à ignorer, en réapprenant, peu à peu, à fonctionner avec clarté, intensité et présence, sans dépendre de l'urgence ou de la peur ou du cortisol pour les activer. Une fois la phase de Grow traversée, l'énergie revient peu à peu, naturellement, sans qu'une crise soit nécessaire pour nous mobiliser. Nous n'avons plus besoin d'adrénaline pour penser clairement. Être présent aux autres cesse d'être épuisant. Les résultats comptent toujours, mais
Ils ne sont plus liés à la peur, à l'urgence ou à une tension permanente. Cette phase change aussi notre rapport à la pression elle-même. Une éponge absorbe tout jusqu'à saturation, une pierre n'absorbe rien et finit par ne plus s'adapter. La performance durable, c'est ni l'une ni l'autre. Elle est la perméabilité, la capacité de rester ouvert à la pression, à l'émotion et à la complexité sans en être consumé. Mais peut-être que le plus important, en gros, tient en ceci. Cela demande de la récupération. La performance durable ne peut pas se reconstruire sous une charge permanente de cortisol. Cela implique d'accepter un rythme plus lent pendant un temps, d'accepter que tout ne soit pas immédiatement optimisé, car il faut laisser au nouveau mode de fonctionnement le temps de se stabiliser. Pour beaucoup de personnes très performantes, c'est une étape difficile, car elle exige de la patience envers un processus qui ne peut pas être précipité. Et enfin, Excel. Imaginez un pianiste de concert. Pendant certains mouvements, l'intensité est extraordinaire. Précision, émotion, présence totale. Mais entre les mouvements, le pianiste s'arrête, respire, retrouve son équilibre, et puis il repart avec la même intensité pour le mouvement suivant. C'est précisément ce rythme qui permet à l'excellence de durer tout au long de l'œuvre. Sans lui, l'effondrement finit par devenir inévitable. Beaucoup d'entre nous atteignent la haute performance par une suractivation chronique. Et ironie du sort, les qualités mêmes qui nous rendent exceptionnels, l'engagement, la discipline, les exigences élevées, le sens profond des responsabilités, sont souvent celles qui lentement alimentent l'érosion. Une performance entièrement bâtie sur l'intensité permanente finit par endommager la régulation elle-même, qui la soutient. Mais Excel dans Forge ne consiste pas simplement à gérer l'intensité plus sagement. Excel pointe vers quelque chose de plus fondamental, une transformation de la nature même de la performance. Il existe une version de la performance qui est bâtie sur l'urgence, sur le cortisol, sur la croyance inconsciente que si nous ralentissons, quelque chose va s'effondrer. Cette version fonctionne jusqu'au jour où elle ne fonctionne plus. Et elle laisse une signature reconnaissable. La performance qui dépend de la pression pour s'activer. Ce qui devient possible avec Excel est différent. Une performance qui n'a plus besoin de l'urgence, comme carburant. Une performance qui reste intense, exigeante et ambitieuse, mais qui n'est plus intérieurement violente. Cette transformation ne se produit pas par la seule motivation, elle se produit par la répétition, des expériences répétées où l'intensité ne dépend plus de la peur, des décisions répétées alignées sur des valeurs profondes plutôt que sur la survie immédiate, des cycles répétés d'efforts et de récupération qui enseignent peu à peu au système nerveux un autre rapport à la performance. C'est l'étape où la régulation cesse de ressembler à un effort et commence à devenir une identité, où le nouveau mode de fonctionnement ne paraît plus artificiel ni forcé. Il devient simplement une façon d'être. Un signal interne qui nous indique que nous avons atteint ce stade n'est pas la réussite, c'est la cohérence. Ce que nous faisons, la manière dont nous le faisons et qui nous sommes cesse enfin de tirer dans des directions différentes. La présence devient plus stable, les décisions deviennent moins réactives, les relations deviennent moins transactionnelles, parce que nous ne dépensons plus des qualités énormes d'énergie à gérer l'écart entre la survie intérieure et la performance extérieure. Et cela influence positivement les environnements autour de nous. Les leaders régulés régulent les systèmes par leur façon de travailler, de faire une pause, de décider ou par leur façon de récupérer. Leur présence donne discrètement aux autres la permission de fonctionner autrement, eux aussi. Et avec le temps, cela devient un héritage, pas seulement des titres honorifiques ou de bons résultats trimestriels, mais les environnements qu'on aura créés, des personnes que notre présence aura apaisées et les modèles de leadership transmis longtemps après notre départ. Voilà donc le tableau complet. Et nous revenons à l'email, à l'amygdale, au cortisol, mais peut-être avec un regard différent.
Nous avons commencé par un email, déclenchant une tempête biologique. Et nous avons suivi cette tempête à travers le système nerveux, la culture organisationnelle, l'exposition chronique au cortisol, la fusion identitaire et l'érosion invisible. Puis nous avons exploré ce que Forge propose en réponse. Pas une solution miracle, pas une optimisation pour personnes épuisées, mais un recalibrage. Focus, retrouver la clarté intentionnelle. Overcome, relâcher les fardeaux superflus. Reinvent, redessiner le système lui-même. Grow, reconstruire une performance durable. Excel, performer sans faire de l'urgence son carburant. Et peut-être que la réalisation la plus importante sous tout cela est simple. Protéger l'infrastructure biologique et psychologique d'un leader, ce n'est pas un luxe. C'est la condition même de la durabilité. Nous ne pouvons pas exiger des systèmes humains une haute performance permanente tout en négligeant les mécanismes même qui les soutiennent. Et une dernière pensée. Notre système nerveux a évolué sur des dizaines de milliers d'années. Les attentes organisationnelles, elles, évoluent désormais chaque trimestre. L'écart entre la biologie humaine et l'accélération organisationnelle se creuse de façon spectaculaire. Et à mesure que l'intelligence artificielle transforme le travail, la pression sur les leaders humains pourrait ne jamais diminuer. Elle pourrait s'intensifier. Ce qui demeure proprement humain deviendra de plus en plus nécessaire. La présence, la clarté, le discernement, la régulation émotionnelle, la création de sens et la stabilité relationnelle. Cela signifie que la capacité à rester ancré sous pression pourrait devenir l'une des compétences de leadership les plus précieuses des décennies à venir. Non pas accessoire ou secondaire, mais fondamentale. Alors la vraie question, ce n'est peut-être plus combien de pression un être humain peut-il endurer, mais plutôt quel type de régulation humaine les organisations doivent-elles apprendre à protéger si l'on veut que la performance durable reste possible. Et maintenant, allez consulter votre prochain email. Il pourrait venir de votre patron. Je suis Alain Quadou, j'ai créé The Forge parce que je crois que ce qui se passe avant l'effondrement mérite autant d'attention que l'effondrement lui-même. Que le drift n'est absolument pas une faiblesse. C'est ce que la pression fait aux êtres humains avec le temps. Je crois que la capacité à le reconnaître tôt porte quelque chose de rare. La capacité à soutenir non seulement la performance, mais aussi nous-mêmes. Si vous reconnaissez quelque chose dans vous, dans ce que nous avons exploré aujourd'hui, c'est peut-être là que le vrai travail commence. Et si vous souhaitez explorer à quoi pourrait ressembler un recalibrage dans votre propre contexte, vous pouvez me trouver sur alaincoadou.com. C'était The Forge Conversations. Merci de votre écoute.